Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Fabien et aujourd'hui on va parler de café avec Lisa puisqu'elle travaille aussi dans ce domaine. Elle va vous raconter plein de choses intéressantes, notamment sur le processus de fabrication du café, les différents modèles économiques, etc. Mais avant, je voulais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière. Donc leur nom s'affiche ici en bas de la vidéo. Vous trouverez du matériel et du contenu pour les apprenants de français dans le club VIP, avec notamment les transcriptions bilingues, les fiches de vocabulaire pour chaque contenu, le podcast Je vous explique pour comprendre la grammaire en contexte, le groupe privé Telegram pour que je réponde vos questions et pour qu'on discute ensemble avec la communauté, et encore plein d'autres matériels et plein d'autres contenus. Donc je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire au club VIP et ici dans le i comme info. Et maintenant je vous laisse avec le dialogue avec Lisa. Alors c'est parti. Salut Lisa. Salut Fabien, ça va? Oui, très bien, et toi? Super, merci. Oui, on est tous les deux en direct de Guadalajara. Exactement. Oui, c'est ça, mais par internet. La prochaine fois en vrai. Oui, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de café. Donc Lisa, tu es tutrice pour le Flanchute, tu donnes des cours de pratique de conversation. Oui, exactement. Oui, et tu as aussi une autre passion, c'est le café, et tu es agronome. Mhm, c'est Oui, ça. ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement d'être agronome? Alors, l'agronome, c'est le professionnel qui pratique l'agronomie et c'est une discipline scientifique qui consiste à étudier et à travailler avec les différents aspects de l'agriculture. Et on dit souvent de la fourche à la fourchette. Donc la fourche, c'est un outil agricole et la fourchette, c'est jusqu'à l'assiette en fait. Et donc voilà, c'est un métier très très vaste, très pluridisciplinaire parce que il y a des parties scientifiques, mais il y a aussi des parties de sciences sociales, de sciences économiques, etc. Et donc voilà, c'est un peu ça. D'accord, donc c'est un métier où tu touches un peu à tout, c'est un univers assez vaste. Mhm. Oui, par exemple, il y en a qui font de la recherche, il y en a qui font du conseil technique avec des agriculteurs ou des agricultrices. Il y en a qui font de la politique, d'autres de la coordination entre différents projets, différents acteurs. Donc voilà, c'est très... D'accord. Et donc toi, quelle est ton expérience en tant qu'agronome dans le monde du café justement? Oui, alors moi d'abord j'étais consommatrice de café et après pendant mes études j'ai commencé à me questionner en fait sur d'où venait ce produit, étaient les enjeux derrière, euh, comment les gens vivaient en produisant du café. Et, euh, et donc, j'ai fait un projet avec deux camarades d'école et on est parti en Amérique latine pour répondre un peu à ces questions et le partager avec d'autres personnes en France qui peut-être avaient les mêmes questions mais qui pouvaient pas voyager à ce moment-là. Et, et donc voilà, on a voyagé du Guatemala jusqu'au Pérou à la rencontre des producteurs de café et on a réalisé un petit documentaire très amateur, mais le but c'était d'avoir un support en fait pour à notre retour en France partager euh, bah, tout le monde du café, hein, c'est un monde immense en fait, et, euh, et pouvoir organiser des rencontres avec des consommateurs et des consommatrices et discuter des enjeux qu'il y a derrière cette filière. D'accord, très bien. Donc c'était un super beau voyage qui t'a donné cette passion pour le café. Voilà, donc à partir de ce voyage, j'ai eu la passion pour le café et après j'ai continué à développer cette passion, mais plus professionnellement. Et donc aussi pendant ce voyage, on avait des missions en fait pour des entreprises, des ONG, des associations. Et donc voilà, après, quand je suis venue vivre au Mexique, j'ai commencé mon activité de consultante. Donc je travaille à mon compte et je propose de réaliser des missions de cours au moyen terme pour des entreprises, pareil, des ONG, etc. D'accord, très très bien. Donc alors, récemment tu as fait mission au Pérou. C'était ta dernière mission, c'est bien ça?
C'est ça. C'était ma dernière mission au Pérou avec une coopérative de café qui était très avancée dans ses processus, etc. Ils produisaient du café en agriculture biologique et, et voilà, c'était très intéressant. D'accord, excellent. Donc tu connais parfaitement le processus de fabrication du café? Oui, alors il y a plein de choses à dire. Et le processus le plus commun, c'est bon, je vais commencer à partir de la récolte, sinon je vais m'éterniser. Mais donc le café, il pousse sur des arbres qui ont un peu la taille d'arbustes. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ce sont des cerises en fait qui peuvent être rouges, jaunes, etc. Et dans ces cerises, il y a le grain de café. Et donc la première étape, c'est la récolte. Et après, à partir de la récolte, il y a trois voies un peu différentes, mais la plus commune c'est en fait le café il va être lavé et ils vont enlever la cerise et toute la peau, etc. Il va être fermenté et après ils vont le sécher au soleil souvent et, euh, et voilà. Donc ça c'est la partie. Et une fois qu'il est sec, le café il reste plus dans les pays producteurs. Il est envoyé souvent dans des pays consommateurs. Donc et c'est pour ça c'est toute une filière. Il y a plein d'acteurs. Et une fois dans les pays consommateurs, il est torréfié. Donc torréfié, ça veut dire qu'il est cuit un peu. Enfin, c'est un processus avec la chaleur. Et ça fait que le café il devient marron, enfin couleur café. Et voilà. Et oui. Oui, c'est la couleur qu'on connaît tous du café, donc marron ou marron noir, évidemment. Voilà, donc ça c'est le café que l'on connaît en tant que consommateur, mais le café quand il voyage dans le monde, il voyage sous la forme de café vert. Donc c'est un grain un peu gris-vert et donc ça c'est la forme où il se conserve le mieux. Donc c'est pour ça qu'il est exporté sous cette forme-là, parce que une fois torréfié, le café garde ses arômes et ses saveurs pendant un mois. Et après, il commence à perdre de la qualité. Donc, c'est très peu pour le faire voyager partout dans le monde. D'accord, je comprends. Parce qu'une fois, j'ai visité une ferme de café à Salento, en Colombie. Je pense que tu connais la région, célèbre pour le café. Ben non, j'y suis pas D'accord, passée. d'accord. Donc j'ai fait un tour à Salento, c'est la zone du café en Colombie. Et j'ai visité une ferme de café biologique aussi, organique, biologique. Et ils torréfiaient eux-mêmes le café. Alors je sais pas pourquoi exactement, mais quand tu me dis que le café est torréfié à l'extérieur, dans ce cas, il était torréfié sur place. Est-ce que tu peux savoir pourquoi? Oui, exactement. Oui, ben ça, c'est un modèle qui se développe de plus en plus dans les pays producteurs et c'est génial parce que ça veut dire que le café, il va être commercialisé à l'échelle nationale et souvent dans la région. Et ça, c'est super parce que les producteurs, ils gardent une plus grande partie de leurs bénéfices. Et parce que sinon, c'est un peu absurde comme modèle, mais le café, il a envoyé, par exemple, je sais pas, en Europe, il est torréfié. Et souvent, des producteurs de café vont eux-mêmes acheter du café qui vient d'Europe, qui a été torréfié en Europe et qui revient jusque dans les pays producteurs. Et donc voilà, ce modèle est très intéressant pour qu'ils puissent goûter leur propre café, connaître la qualité de ce qu'ils produisent et garder aussi les bénéfices de leur travail. Oui, parce qu'ils gardent les bénéfices pour leur pays finalement. Oui, parce que en fait, la filière café, c'est une filière très inégale et il y a beaucoup d'injustices et en fait, c'est à l'échelle mondiale, seulement 20% des bénéfices de la filière café restent dans les pays producteurs. Mais c'est pas 20% reviennent aux producteurs parce que c'est toute une chaîne. Donc il y a le chaîne de transport, il y a les exportateurs, les contrôles de qualité et les producteurs. Mais au final, seulement 20% restent dans les pays producteurs et le reste, c'est le bénéfice se fait dans les pays consommateurs. Donc oui,
c'est injuste. Oui, d'accord, je comprends. Donc, c'est important pour les producteurs de café de garder tout le processus chez eux. Oui, au lieu Oui, de... Mhm. ou de rééquilibrer cette filière avec d'autres initiatives qui cherchent à faire un café plus juste, plus équitable. Et par exemple, il y a des initiatives de commerce direct. Donc, c'est un torréfacteur qui va acheter directement au producteur sans passer par l'exportateur, l'importateur, etc. Et donc, les bénéfices, ben, ils restent entre le producteur et le torréfacteur et il n'y a pas de perte dans la chaîne. Donc, ça, c'est un modèle qui peut aider les producteurs, par exemple. Et, euh, et oui, il y a différentes initiatives pour essayer de rééquilibrer le commerce du café. Mm. D'accord. Donc, est-ce que c'est ce commerce-là qu'on appelle le commerce équitable où tout est fait sur place, localement, et la majorité des bénéfices, enfin plus de bénéfices vont aux producteurs? Est-ce que c'est ça le commerce équitable? Alors, c'est un peu différent. Ça, ce que j'ai présenté, c'est le commerce direct. Et le commerce équitable, c'est différent l'idée, mais l'intention est un peu la même. En fait, faut savoir, c'est que le café conventionnel, c'est un produit qui est coté en bourse. Donc, le prix du café, le prix que va recevoir les producteurs de café, va dépendre du prix de la bourse. Donc, s'il y a des événements politiques, s'il y a des sécheresses ou par exemple des gelées comme il y a eu l'an dernier au Brésil, et, par exemple, un producteur, je sais pas, au Guatemala, va dépendre de ça, de son revenu pour l'année. Donc, c'est un peu un des problèmes de la chaîne conventionnelle. Et c'est un prix qui fluctue toutes les heures, parce que c'est la bourse. Et donc, c'est difficile aussi de savoir quand je vends mon café pour avoir le meilleur prix. Enfin, voilà, ça donne beaucoup d'insécurité. Et donc, le commerce équitable, son concept, c'est qu'il dit, ben, nous, on va donner un prix fixe. On va pas se fier au prix de la bourse. On va dire, on va donner un prix fixe minimum aux producteurs de café. On va toujours payer ce prix. Si le prix de la bourse est en dessous, et si le prix de la bourse est au-dessus, on va payer le prix de la bourse, bien sûr. Et donc, ça, c'est le prix minimum du commerce équitable. Et en plus, ils vont donner une prime sociale. Et donc, ça, c'est une prime qu'en fait, la coopérative de producteurs, ils vont décider de manière démocratique, normalement, de comment ils vont utiliser cette prime. Donc, souvent, ça va être pour des projets sociaux, environnementaux. Donc, le plus généralement, c'est construction d'écoles, rénovation de routes dans les communautés de café. Ça peut être pour production de fertilisants biologiques, pour améliorer la production, des choses comme ça. D'accord, super. Donc, est-ce que tu recommandes aux gens qui habitent par exemple en Europe d'acheter en priorité du café équitable, du café où il y a l'étiquette commerce équitable? Oui, voilà. En fait, c'est compliqué pour un consommateur de s'y retrouver dans tous les labels parce que le commerce équitable, il y a différents labels et il y a différents modèles de commerce équitable. Donc, c'est un peu difficile. Il faut faire un travail un peu de se documenter pour savoir ce qu'on veut soutenir. Et en général, je recommande le commerce équitable. Et après, j'ai mes préférences et chaque modèle a ses limites aussi. Et par exemple, il y a le commerce équitable que je t'ai expliqué. Il y a un autre commerce équitable qui dit, ben, peut-être le prix minimum qu'on va donner, il va être en dessous des coûts de production du producteur. Donc, c'est toujours pas équitable d'acheter un produit à perte au producteur. Et donc, cet autre modèle, il va dire, ben, nous, on préfère oublier tout ce qui est la bourse et on va faire une négociation, en fait, avec la coopérative et on va essayer de trouver un prix qui leur convient à eux et un prix qui est raisonnable pour qu'on puisse vendre le café aussi aux consommateurs. Donc voilà, c'est différents modèles et je vous invite vraiment à vous renseigner en fait sur ce qui existe et il y a des documents qui sensibilisent et expliquent tout ça en détail aussi. Donc voilà. Mais oui, c'est important c'est de rééquilibrer ces injustices. D'accord. Oui, je suppose que sur les sites internet des différents labels, tu peux comprendre plus en détail, tu peux savoir comment fonctionne leur modèle, par exemple. Mhm. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'informations sur les sites.
Il y a même un guide du commerce équitable qui compare chaque label avec des critères, par exemple critères environnement, critères prix, revenu du producteur, critères, ça peut être la place des femmes, si elle est respectée dans la production de café, des choses comme ça. Et donc, tu peux choisir aussi suivant les critères que à toi, comme consommateur, sont prioritaires. D'accord, très très bien. Et toi, en tant que consultante, en fait, quand tu arrives dans une coopérative, dans une ferme de café, quel est ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu vas proposer comme service? Alors, ça dépend des missions. Moi, je me sens pas à l'aise pour faire du conseil aux producteurs parce que ben, je considère que ce sont eux qui connaissent le mieux leur terre, leur travail et leur métier. Mais souvent, quand j'y vais, c'est pour faire un diagnostic un peu du système de la coopérative, donc système social, mais du système environnemental, le système commercial, un peu voir comment il fonctionne et voir s'ils ont des projets et comment. Moi, je travaille pour des entreprises qui achètent le café. Donc, comment ces entreprises-là peuvent soutenir des projets des producteurs, etc. Donc, je fais un peu un diagnostic. Des fois, je fais une analyse des risques aussi pour les acheteurs. C'est important de savoir si, par exemple, les contrats, ils s'achètent en avance. Donc, ils vont acheter, je sais pas, cette quantité de café cette année-là. Et donc, il faut analyser si les producteurs vont pouvoir vendre cette quantité de café ou pas cette année-là. Sinon, il y a des problèmes économiques. Et aussi, je fais des évaluations de projets. Donc, par exemple, s'il y a un projet qui a été financé, je vais voir comment s'est passé le projet, s'il a atteint ses objectifs, etc. D'accord, donc c'est vraiment, oui, très complet et très intéressant pour toi. Ah oui, moi j'adore et j'adore travailler avec des producteurs et productrices de café aussi. Ils sont toujours très passionnés par leur métier. Ils vont te partager avec beaucoup d'amour ce qu'ils font et, et donc oui, moi j'adore cette activité-là aussi. Oui, ça me fait penser un petit peu à tout ce qui est produits locaux, comme par exemple le café en Colombie ou le café au Mexique, c'est ce que le vin est en France ou le fromage est en France. Ah, il y a tout un procédé, c'est tout un terroir, toute une histoire. Oui, il y a un peu un parallèle entre les deux, j'imagine. Exactement. Et en fait, le café, c'est un produit de terroir comme le vin, comme tu dis. Et terroir, en fait, c'est un mot qui vient du mot terre. Et ça fait partie des mots qui n'ont pas de traduction, par exemple en anglais, ou qui sont difficiles à traduire dans certaines langues. Et en fait, terroir, ça fait référence à une région d'une production agricole. Et ça a une dimension naturelle, donc avec le sol, le climat, la biodiversité de la région. Mais ça a aussi une dimension culturelle. Donc, l'identité de la région, les savoir-faire, la culture, tout ça. Et donc, on mélange les deux et ça fait un terroir. Et souvent, un produit que l'on consomme est lié à un terroir. Et donc, je pense que si vous avez déjà voyagé en France, vous avez déjà vu des affiches produits de terroir. C'est un gage de qualité aussi. Et donc voilà, et le vin, c'est un produit de terroir français très reconnu. Et le café, c'est pareil. Il dépend du sol, il dépend de l'altitude, il dépend du climat et aussi de l'ombrage. Donc si le café, naturellement, il pousse sous d'autres arbres. Donc c'est important qu'il y ait de l'ombrage. C'est un produit de qualité. Comme le vin, on fait des dégustations de café. Donc, on va goûter différents cafés et on va rechercher des arômes spécifiques qui dépendent du terroir. Donc, par exemple, dans un café, vous pouvez trouver des arômes de caramel, de noix, de fraises, de plein de choses. Et c'est une éducation du palais à faire comme pour le vin. Et pareil, il y a des grands crus. Donc, pour le vin, on dit des grands crus. Et pour le café, on parle de café de spécialité. Donc, c'est le café grand cru, si je peux dire, et qui est de très bonne qualité et on ne perd pas tous ces arômes. Et ça, c'est important de voir le café comme un produit de qualité et non pas comme un produit de consommation quotidienne parce que
parce que c'est un produit qui a beaucoup de diversité à nous offrir et que l'on perd. Et souvent, les grands torréfacteurs de café, donc les grandes marques de café, ce qu'elles font, c'est elles vont acheter du café de mauvaise qualité et de bonne qualité. Elles vont le mélanger et parce que ça coûte moins cher. Et elles vont le torréfier et pour avoir et d'une manière brûlée en fait. Le goût du café, il va avoir un goût cramé, brûlé, où on perd les arômes et tous ces arômes que l'on peut normalement sentir. Et donc on va les perdre et on va avoir un goût uniformisé. Donc par exemple, si en tant que consommatrice, je peux savoir si j'achète cette marque-là, je vais avoir ce goût du café. Et si j'achète cette marque-là, je vais avoir un autre goût. C'est un goût uniforme à la marque. Et c'est triste parce que parce que le café a plein d'autres goûts. En fait. Oui, ça me fait penser au vin où il y a quelques marques de vin qui font ça aussi. Elles mélangent un petit peu les cépages et elles font comme un cocktail pour que chaque année le vin ait exactement le même goût que recherche le consommateur. Alors qu'en réalité le vin c'est pas exactement ça parce que le vin ça va changer selon les millésimes, selon le climat qu'il y a eu durant toute l'année, etc. Ça va changer pour tout ça, pour ces raisons-là. Mais il y a quelques marques qui font toujours le même vin, qui font des assemblages ou des cocktails de cépages de vin pour avoir vraiment toujours le même goût, alors que théoriquement, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Ce goût uniforme, c'est leur image de marque. Et voilà, ils veulent toujours le même goût. Donc c'est un peu dommage. Et aussi, un autre parallèle avec le vin, par exemple, la récolte. La récolte du café, chaque grain de café que l'on boit est récolté à la main. Bon, sauf au Brésil où le café pousse sur des plaines et c'est avec des machines, mais sinon, le café est cueilli à la main. Et donc, il est choisi. Chaque grain est choisi parce que, en fait, sur une même branche, les grains, ils vont être mûrs à différents moments. Donc, il faut choisir seulement ceux qui sont mûrs. Sinon, ton café va avoir un mauvais goût. Et donc, il y a beaucoup de sélection. Et pour le vin, c'est pareil. Il y a beaucoup de sélection lors de la récolte des grappes de raisin. Et donc, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire. Ah oui, d'accord. Donc la récolte du café est un processus assez complexe où la personne qui va récolter le café va choisir les grains qu'elle va récolter et laisser les autres pour plus tard, par exemple. C'est ça. C'est pour ça que dans les pays producteurs, la récolte, elle s'étend sur plusieurs mois parce que il faut attendre que les grains arrivent à maturité. D'accord, oui. Alors que finalement, la récolte du vin, elle se fait sur une période beaucoup plus courte, comme quelques semaines, en septembre, en octobre environ. Oui. D'accord. Donc oui, effectivement, on ne se rend pas compte de tout le procédé qu'il y a derrière quand on va acheter son café dans un supermarché ou des choses comme ça. Donc c'est bien d'avoir l'avis d'une experte dans le domaine et les explications d'une experte dans le domaine pour nous éclairer un petit peu et en savoir un peu plus et pour faire un peu plus attention à ce qu'on consomme, bien évidemment. Oui, je sais pas si je suis une experte, mais en tout cas, je suis une passionnée, ça c'est sûr. Et je pense que c'est important pour tous les produits que l'on consomme, pas seulement le café ou le vin, de connaître les personnes qu'il y a derrière ce produit, parce que c'est pas seulement quelque chose que l'on mange, mais c'est toute une société qui dépend de ça. Et connaître les histoires, connaître comment ça se fabrique et tout ça, je trouve ça très très passionnant pour ma part, mais je pense que c'est aussi une part de responsabilité de savoir ce que l'on consomme. Oui. Je suis d'accord, effectivement. Donc au Mexique, tu bois du café mexicain? Oui, oui, je bois du café mexicain. D'ailleurs, je pourrais te passer un contact à Guadalajara qui fait du très bon café. Ah oui, avec plaisir, merci beaucoup. Très bien. Parfait, mais merci beaucoup Lisa pour ton témoignage, pour tes explications qui étaient vraiment très intéressantes. On voit que tu es passionnée, donc ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de partager cette passion avec toutes les personnes qui nous écoutent. Très bien. Et voilà, et je vous souhaite un bon café si vous en consommez.
ouais, de rester curieux sur notre alimentation et l'agriculture. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Très bien. Et à bientôt, Lisa. Bonne journée. À bientôt. Salut. Bonne journée. Abonnez-vous en cliquant à droite et vous êtes libre de regarder une autre vidéo en cliquant à gauche.